Bien ou quoi la famille? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série. Comme tu l'as lu dans le titre, c'est le début d'une longue série de vidéos sur les mangas et les animés, sous le doux nom de Dus Manga. Dans ce premier épisode, on va parler des mangas les plus vus sur Netflix France. Je précise car je vois déjà les commentaires dire « Ouais, je peux pas regarder SNK sur Netflix ». Bah prends un VPN et me casse pas la tête. En parlant de VPN, cette vidéo est sponsorisée par Nord... Ah bah non c'est faux. Mais j'aurais aimé. Plus de temps à perdre, générique. Bien ou quoi la famille? Si vous voulez me soutenir, ou si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Bon visionnage les frères. Et générique. Attention. Dans cette vidéo, le spoil est omniprésent. Je vous affiche le timer pour chaque animé. Regardez les parties que vous voulez. Je voulais vous parler de SNK, mais tout le monde en a déjà parlé et je ne suis pas un youtubeur comme les autres. Juste pour pas faire comme les autres, j'ai fait du handball gros. Pour pas qu'on dise que moi je suis un Renoir comme vous. Non, je rigole. Je voulais peut-être en faire une vidéo à lui tout seul parce qu'il y a bien trop de choses à dire. On commence donc cette vidéo par le descendant de Yu Yu Hakusho. Je parle bien sûr de Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter. Tu le dis comme tu veux. C'est l'histoire de Gonfrix, qui a presque 12 ans et rêve de devenir Hunter, ce qui veut dire chasseur en anglais. J'étais au studio et les mots ils sortaient en anglais, trop relou, trop relou. Les Hunters sont des aventuriers d'élite qui peuvent être chasseurs de primes, chefs cuisiniers et bien d'autres métiers supra ultra méga cool. Son père, Gonfrix, qu'il ne connaît pas directement, est l'un des plus grands Hunters de son temps. C'est aussi pour le retrouver que Gon veut devenir Hunter. Cependant, l'examen Hunter qui a eu lieu chaque année est extrêmement difficile et dangereux. On dit qu'un candidat sur 10 000 arrive sur les lieux de l'épreuve et que seulement un candidat tous les 3 ans devient Hunter à sa première tentative. C'est chaud, non? Durant les épreuves, il n'est pas rare d'être blessé, voire tué par des pièges ou même d'autres concurrents. Au cours de cet examen, Gon va rencontrer différents personnages, aussi bien amis qu'ennemis, comme Kurapika, dont le seul objectif est de venger son clan, assassiné par la Brigade Fantôme, un groupe de renommée mondiale de voleurs. Leorio, dont le but avoué est d'acquérir de l'argent pour financer ses études de médecine, et Killua, 11 ans et demi, fils d'une famille d'assassins d'élite qui participe à cet examen par simple amour du défi, ainsi que beaucoup d'autres. Un des meilleurs animés qu'on peut trouver aujourd'hui. Chaque arc narratif est tellement différent qu'on a l'impression à chaque fois de changer d'univers, mais tout en restant cohérent avec le fil narratif de l'histoire. C'est juste incroyable. De plus, dans l'arc Fourmi Chimère, comment décrire ça? C'est extraordinaire. Meruem est sûrement le meilleur personnage de la série. À chaque épisode, il évolue, passant d'un monstre cruel dénué de sentiments à une personne bien ne voulant pas se battre grâce à Komugi et à son intelligence. Cela fait parallèle avec Gon, qui était une personne toute gentille à un homme assoiffé de vengeance. Il est le personnage le plus fort jamais rencontré, mais ne veut jamais se battre contre Netero, qui est venu l'affronter alors qu'il savait qu'il allait le battre. Et enfin, sa mort avec Komugi était juste magnifique et impossible à prédire. Cet animé nous surprend chaque fois, et ce n'est pas du tout un fanservice, ce qui est très rare de nos jours. Le prochain est un animé dont tu as sûrement entendu parler, c'est One Punch Man. Saitama est un jeune homme sans emploi, déprimé et sans but profond dans sa vie. Un jour, il rencontre un homme crabe qui recherche un jeune garçon. Saitama finit par rencontrer ce même garçon et décide de le sauver de l'homme crabe, qu'il arrive à battre difficilement. Dès lors, Saitama décide de devenir un super héros et s'entraîne pendant 3 ans très sérieusement, sans pompe, sans squat, sans abdos et 10 km de course au quotidien. À la fin de son entraînement si intense qu'il en perd ses cheveux, il remarque qu'il est devenu tellement fort qu'il parvient désormais à battre tous ses adversaires d'un seul coup de poing. Sa force démesurée est pour lui une source de problème, puisqu'il ne trouve plus d'adversaire à sa taille et s'ennuie dans son métier de héros, car les combats ne lui procurent aucune sensation ni aucune adrénaline. Bien qu'il ait mis un terme à un bon nombre de menaces toutes plus dangereuses les unes que les autres, personne ne semble remarquer l'incroyable capacité de Saitama, à l'exception de son ami et disciple Genos, un jeune homme devenu cyborg. La série circulait dans mes recommandations depuis plusieurs mois avant que je ne m'y intéresse, et sous les conseils de certains amis, j'ai commencé l'anime. One Punch Man fait partie de ces animés récents qui, d'un point de vue technique, surpassent largement certains animes plus basiques. Visuellement, il est particulièrement réussi, fluide, brillamment animé et très agréable à l'œil. Et que dire des scènes d'action? L'animation rend d'autant plus flagrant le contraste entre l'univers shonen et le protagoniste. Le protagoniste, parlons-en. Saitama est un archétype plus qu'un personnage. Et qu'est-ce qu'un archétype, me direz-vous? Ben, je ne sais pas.
Un archétype est un modèle original ou idéal sur lequel est fait un ouvrage, une œuvre. En gros, il conditionne toutes les critiques qu'on pourrait faire à certains persos de shonen et les tourne en dérision, sans être dénué d'un certain relief. Il reste toutefois un prétexte au comique de l'anime. J'ai donc passé un excellent moment devant cet anime, la bande originale m'a subjugué. Cet anime japonais est vraiment excellent. Le prochain est un anime pas si connu du grand public. Ah mais bah si, vu qu'il est sur la vidéo des animes les plus vus sur Netflix. L'histoire de Steins Gate se déroule dans le quartier Otaku d'Akihabara et porte sur un groupe d'amis qui vont transformer leur micro-ondes par inadvertance en dispositif pouvant envoyer des messages textes vers le passé. Dans le but de comprendre ce phénomène, ils effectuent différentes expériences concernant le voyage dans le temps. Ils sont vite traqués par le centre de recherche SERN qui réalise ses propres recherches sur les voyages temporels. Renato va donc utiliser la capacité du four à micro-ondes pour leur échapper et se rendre rapidement compte que chaque modification du passé a un impact irréversible sur le présent. Je ne m'attendais à rien en débutant le visionnage de cet animé. Et je suis quand même déçu. Pas de combat, pas de créatures ni de monde étrange, et pas de pouvoir magique. Après avoir lu le synopsis en somme, le seul mot qui me vient à l'esprit était « mouais ». Après un premier épisode tout de même intriguant, l'anime avance lentement mais reste sympathique. On commence à s'attacher aux personnages et à leur personnalité, ainsi qu'à se demander ce qui pourra bien faire décoller l'histoire un peu plate, et c'est là que tout part en sucette, pour nous pondre une œuvre aussi dingue que triste, tout en sachant nous faire rire par-dessus le marché. Plus de temps mort, une course contre la montre et des destins tragiques s'imposent à notre héros et ses acolytes de laboratoire. Le tout sur un ton parfois extrêmement grave et sérieux. Le scénario est incroyablement bien pensé et tient la route de long en large. L'évolution des protagonistes, les sujets abordés sont tous maîtrisés et l'univers livré est tout simplement magistral. Une véritable claque pour moi qui n'était pas tombé sur une telle pépite depuis très longtemps. Le prochain et dernier animé est pour les plus grands d'entre nous une ancienne pépite. La nostalgie vous fera sûrement remonter quelques larmes. Si je vous dis Yumi, Ulrich, Odd et Jérémy, ça ne vous dit rien? Et si je vous dis on ira, on saura sauver notre existence? Après cette humiliation, j'espère que vous avez tous deviné que c'était Code Lyoko. Ah, autant pour moi, je voulais dire Code Geass. 2017. 7 ans se sont écoulés depuis que le nouvel empire de Britannia a déclaré la guerre au Japon. Ce dernier, n'ayant pu résister aux robots de combat de l'empire appelé Nightmares, est devenu un territoire de l'empire connu sous le nom de Zone 11. Le louche étudiant se retrouve un jour impliqué dans le vol d'une arme chimique à l'apparence d'une fille. Malheureusement pour lui, les soldats de l'armée impériale le retrouvent, le prennent pour un terroriste et s'apprêtent à le tuer. La fille s'interpose pour le sauver et lui lègue un pouvoir avant de mourir. Celui de contrôler l'esprit des autres pendant une courte durée. Mais un tel pouvoir a ses effets secondaires, il va pourtant le mettre à profit pour venger son pays, le Japon. Code Geass est une claque magistrale du début à la fin. Au début, on peine à se mettre dans ce monde futuriste et colonial à la fois, car on ne sait vraiment pas beaucoup de choses sur celui-ci. Cependant, au fur et à mesure que l'histoire avance, on nous apporte plus de précision par des flashbacks et d'autres moyens. On va au début croire à une simple vengeance, mais il est question ici de bien plus de choses. Cela commence comme une guerre d'indépendance pour finir en guerre quasi mondiale. Le spectateur sera libre de choisir son camp, car les personnages des deux côtés sont travaillés et attachants. Chaque camp possède ses valeurs, et chaque personnage a ses qualités et ses défauts. On est loin des stéréotypes méchants contre gentils, bien qu'au début on puisse le croire, car les deux ici se confondent. Code Geass est plus qu'une banale série animée, c'est un enseignement. La fin est d'une intelligence extrême et troublante. Les combats sont même plaisants pour leur côté stratégique certain. Bon, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en lâchant un like, dites-moi en commentaire quel est votre animé préféré, portez-vous bien et à la prochaine. Talla.